Le 3 janvier 2026, une tentative de coup d'État a failli réussir au Burkina Faso. L'attaque visait un président qui dit avoir refusé de plier et les autorités évoquent une menace répétée jusqu'à parler d'une 18e tentative contre sa vie, un chiffre qui frappe par sa régularité et sa gravité. Ce qui a été évité en une nuit peut revenir autrement. Dans la version présentée, la survie politique d'Ibrahim Traoré est liée à une question plus large de souveraineté et de contrôle des décisions nationales. Les autorités parlent de menaces internes et externes, de jeunesse instrumentalisée et de réseaux organisés, sans entrer dans des chiffres nouveaux. Cela permet aussi d'évaluer les choix sécuritaires annoncés après coup. Il existe un risque, une seule nuit peut redéfinir des années de trajectoire nationale. Selon les autorités, l'attaque du 3 janvier 2026 n'était pas un incident isolé, mais la 18e tentative visant le chef de l'État, un chiffre qui, à lui seul, signale une pression continue et exceptionnelle. Cette répétition mise en avant. Le danger dit n'était pas seulement personnel, les autorités affirment que si le plan avait abouti, le Burkina Faso aurait pu basculer dans un chaos institutionnel immédiat. Cette lecture est partagée par de nombreux citoyens interrogés après coup, qui disent avoir ressenti d'abord la peur, puis une colère mêlée de détermination. Le contexte avancé par les soutiens du pouvoir repose sur une interprétation politique claire. Ils estiment que ces attaques répétées s'expliquent par un refus affiché de toute soumission à des influences extérieures et par un discours ouvert contre la corruption et le contrôle étranger. Dans ce cadre, le président devient moins un individu qu'un symbole incarnant une tentative de rupture avec des pratiques passées. Un autre élément central concerne la jeunesse. Le récit insiste sur le fait que le pouvoir actuel cherche à transformer le rapport entre l'État et les jeunes en parlant d'autonomie, de dignité et d'avenir économique. Cette orientation est présentée comme une source d'espoir pour certains, mais aussi comme un facteur de tension, car des jeunes en difficulté peuvent être facilement manipulés lorsqu'ils manquent d'opportunités. Sa confession détaillée selon les autorités aurait révélé l'ampleur de l'organisation et la profondeur des réseaux impliqués. Sa confession, annoncée comme volontaire et détaillée, a profondément marqué l'opinion publique. Elle a donné un visage concret à ce qui, jusque-là, semblait abstrait. L'idée d'un complot organisé, patient, enraciné dans la société. Beaucoup ont découvert que des jeunes, souvent sans emploi ni perspective, auraient été approchés avec des promesses d'argent et de protection. Selon cette version, certains ne savaient même pas qu'ils participaient à une tentative de déstabilisation de l'État. Cette révélation a provoqué un mélange de colère et de tristesse, car elle met en lumière la vulnérabilité sociale d'une partie de la population. Les autorités ont présenté cette arrestation comme la preuve que les institutions restent capables d'anticiper et de neutraliser des menaces complexes. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît non seulement comme une cible, mais comme le centre d'un système que ses soutiens disent déterminés à se défendre. Le discours officiel insiste sur la rapidité de la réaction sécuritaire pour montrer que le pays n'est pas sans ressources face à des attaquants répétés. La peur initiale a laissé place à une mobilisation verbale autour de la stabilité nationale. Les autorités expliquent que des contacts discrets auraient été établis avec des intermédiaires chargés de préparer le terrain social et humain nécessaire à une action plus large. L'objectif n'était pas seulement de viser le sommet de l'État, mais de créer un climat de confusion suffisant pour affaiblir les institutions. Dans ce cadre, l'attention se porte sur des réseaux capables d'agir à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du pays, sans exposition immédiate. La montée en tension s'est faite progressivement. Selon la confession évoquée, de l'argent aurait été distribué pour recruter et mobiliser des jeunes en difficulté, attirés par des promesses rapides plutôt que par une compréhension politique claire. Les autorités parlent d'une stratégie simple mais efficace, exploiter le chômage, la frustration et le sentiment d'abandon. Le plan décrit comme minutieusement préparé visait à agir vite pour empêcher toute réaction coordonnée. C'est à ce moment que les forces de sécurité, selon la version officielle, sont intervenues. Leur action rapide aurait empêché que la situation ne dégénère en affrontement généralisé ou en paralysie de l'appareil d'État. Pour les autorités, cette intervention marque la frontière entre, au cœur de cette phase critique, se trouve Ibrahim Traoré, présenté comme la cible principale, mais aussi comme le symbole d'un projet politique contesté.
Le fait qu'il ait échappé à l'attaque est décrit comme un tournant psychologique, non seulement pour le pouvoir en place, mais aussi pour ses opposants présumés qui auraient perdu l'effet de surprise recherché. Le chiffre de la 18e tentative est alors mis en avant pour souligner la persistance de la menace. Dans les heures et les jours qui suivent, la peur domine d'abord l'espace public. Les rumeurs circulent, alimentées par l'idée que le pays a frôlé une rupture brutale, puis progressivement, cette peur se transforme en colère et en volonté de résistance, du moins dans le discours rapporté par les soutiens du pouvoir. L'arrestation rapide de suspects est présentée comme un signal de fermeté. Les autorités annoncent de vouloir renforcer les contrôles, revoir certains dispositifs sécuritaires et tirer des leçons de cette tentative avortée. Dans cette lecture, l'échec du complot ne clôt pas l'histoire, mais ouvre une nouvelle phase où chaque décision sera scrutée à l'aune de cette nuit. Avant l'épisode du 3 janvier 2026, le récit officiel décrit un environnement déjà marqué par des menaces répétées contre le pouvoir, mais sans conséquences visibles pour la population au quotidien. Après cette date, la situation est présentée comme ayant changé de nature, avec une prise de conscience plus large de la fréquence et de la gravité des risques. Le passage d'un danger latent à une menace explicitement nommée constitue le premier basculement mis en avant par les autorités. Le chiffre le plus cité est celui de 18 tentatives contre le chef de l'État. Pris isolément, ce nombre frappe par son ampleur. Interprété par le pouvoir, il sert surtout à illustrer une continuité, presque une routine de la menace, plutôt qu'un événement exceptionnel. L'argument avancé est simple, lorsque un dirigeant fait face à autant d'attaques présumées, le problème ne peut plus être réduit à des rivalités internes ordinaires, il devient structurel et durable. Le montant de 70 millions de francs CFA aurait été destiné, selon cette version, à la mobilisation de jeunes pour soutenir le projet de coup d'État. Ce chiffre est utilisé comme indicateur de méthode, il ne s'agit pas tant de sa valeur absolue que de ce qu'il révèle. Une stratégie reposant sur l'exploitation de la précarité. Pour les autorités, cette somme montre comment des ressources financières relativement limitées peuvent suffire à créer des tensions sociales lorsque le contexte économique est fragile. La troisième donnée quantitative porte sur la durée de certaines mesures annoncées après l'échec de l'opération. La suspension temporaire de certaines activités, fixée à 3 mois, est présentée comme une période nécessaire pour examiner les failles sécuritaires. Ce laps de temps sert de repère concret pour montrer que la réaction de l'État ne se veut pas permanente, mais ciblée. Il est censé rassurer une partie de la population inquiète d'un durcissement prolongé. Pris ensemble, ces chiffres sont intégrés dans un même cadre narratif. Ils ne prétendent pas décrire toute la réalité du pays, mais soutenir une lecture précise des événements. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré est présenté comme le point de convergence de ces données, non pas comme une statistique, mais comme la figure autour de laquelle s'articulent les justifications politiques et sécuritaires. Les nombres deviennent alors des outils de légitimation plutôt que de simples informations. Cependant, cette utilisation des chiffres soulève aussi des interrogations. Certains observateurs se demandent un compte en si ces données suffisent à expliquer l'ensemble des tensions ou si elles masquent des causes plus profondes. Le pouvoir affirme que ces éléments prouvent l'existence d'une menace organisée et persistante. Les critiques, eux, rappellent que les chiffres, sans contexte élargi, peuvent renforcer une lecture unique des faits. Au final, la fonction de ces éléments quantitatifs est claire. Ils servent à transformer une tentative avortée en preuve d'un combat prolongé pour la stabilité nationale. Selon cette lecture, insister sur la menace permanente permettrait de justifier un durcissement sécuritaire et de réduire l'espace du débat politique. Les critiques estiment que présenter chaque épisode comme existentiel peut réduire l'espace du débat politique. Dans ce cadre, la sécurité devient un récit dominant, reléguant au second plan les questions économiques et sociales. Certains observateurs suggèrent que les complots présentés comme vastes et organisés pourraient en réalité être fragmentés, composés d'acteurs opportunistes plutôt que d'une structure cohérente. Il souligne que l'utilisation de confessions individuelles, sans exposition publique détaillée des preuves, peut alimenter le scepticisme. Pour eux, l'accent mis sur des financements limités et sur la manipulation de jeunes vulnérables ne démontre pas nécessairement l'existence d'une menace stratégique de grande ampleur. La réponse officielle, telle qu'elle est formulée, s'appuie sur une autre logique,
Elle affirme que la répétition elle-même constitue la preuve principale. 18 tentatives alléguées ne seraient pas une simple accumulation de faits isolés, mais le signe d'une pression constante visant à user le pouvoir et à déstabiliser les institutions. Dans cette perspective, même des actions fragmentées deviennent dangereuses lorsqu'elles s'inscrivent dans la durée et exploitent des failles sociales récurrentes. Le pouvoir insiste sur le fait que l'absence de réaction forte encouragerait la reproduction de ces schémas. Les autorités ajoutent que la jeunesse instrumentalisée n'est pas un détail secondaire, mais un indicateur clé. Pour elles, le recours répété à des jeunes précaires montre que la menace s'adapte aux réalités locales et cherche moins la confrontation directe que l'érosion interne. Cette interprétation sert à justifier des politiques combinant sécurité et discours sur l'autonomie économique. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré est présenté non comme l'unique enjeu, mais comme le point de fixation d'un affrontement plus large sur l'orientation du pays. Ainsi, deux lectures s'opposent sans se neutraliser totalement. L'une voit un récit sécuritaire amplifié, l'autre affirme qu'ignorer des signaux répétés serait une erreur stratégique. Entre ces positions, le débat reste ouvert sur la proportionnalité des réponses et sur la frontière entre protection de l'État et concentration du pouvoir. Le cœur du problème n'est pas la nuit. Le récit officiel met en lumière un déplacement du conflit moins visible mais plus profond vers le terrain de l'influence et de la loyauté. L'arrestation et la confession évoquées sont présentées comme un miroir tendu à l'État lui-même, montrant que la menace ne vient pas uniquement de l'extérieur mais aussi de l'intérieur des réseaux sociaux, politiques et humain. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré cesse d'être seulement une cible physique, il devient un point de cristallisation. Autour de lui se concentrent des tensions liées à la souveraineté, à la jeunesse et à la rupture avec des équilibres anciens. Le pouvoir affirme que ce n'est pas tant la personne qui dérange que ce qu'elle représente, un discours de refus, une posture de résistance et une tentative de redéfinition des rapports de force. Ce changement de focale modifie la compréhension des événements précédents. Les attaques répétées ne sont plus interprétées comme des échecs successifs, mais comme une stratégie d'usure. L'objectif, selon cette analyse, serait moins de renverser immédiatement que d'affaiblir progressivement la confiance, d'installer le doute et de tester les lignes rouges. À partir de là, chaque réponse de l'État devient elle-même un message adressé autant aux citoyens qu'aux adversaires réels ou supposés. Les autorités expliquant que la répétition des menaces oblige à revoir en profondeur les dispositifs de sécurité, mais aussi les mécanismes de contrôle interne. Dans ce cadre, l'accent est mis sur la prévention, la surveillance accrue et la volonté affichée de ne plus traiter ces événements comme des anomalies passagères. Le pouvoir affirme que chaque tentative avortée renforce sa détermination à protéger la continuité de l'État. Cette posture vise à projeter une image de fermeté et de stabilité, essentielle pour maintenir la légitimité politique dans un contexte de pression constante. L'instabilité potentielle, même lorsqu'elle ne se matérialise pas, crée un climat d'incertitude. Selon le récit officiel, les annonces de mesures sécuritaires et de contrôle renforcés sont censées rassurer les acteurs économiques. Cependant, la simple évocation répétée de coups d'État et de complots peut aussi nourrir des inquiétudes sur la prévisibilité du cadre politique. Les autorités tentent donc de maintenir un équilibre délicat, montrer qu'elles contrôlent la situation sans donner l'impression que le pays est en état d'alerte permanent. Beaucoup auraient vécu la nuit du 3 janvier comme un moment de bascule, avec la crainte que la violence ne s'étende rapidement. Le récit souligne que cette peur initiale s'est transformée en colère, puis en une forme de mobilisation symbolique autour de la stabilité nationale. La révélation de l'utilisation de jeunes vulnérables a également provoqué un choc social. Elle a mis en lumière des fractures économiques et générationnelles que la sécurité seule ne peut résoudre. Dans ce contexte, le discours officiel insiste sur la nécessité d'associer protection de l'État et politique sociale. Les soutiens du pouvoir affirment que la position géographique et politique du pays en fait un point sensible pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Toute déstabilisation locale pourrait avoir des répercussions en chaîne sur les pays voisins. C'est dans cette lecture, Ibrahim Traoré est perçu comme un symbole régional, ce qui amplifierait les enjeux autour de sa sécurité.
Pris ensemble, ces effets dessinent un paysage complexe. L'événement n'est pas présenté comme une crise close, mais comme un révélateur de tensions multiples. Il influence la manière dont l'État se pense, dont l'économie anticipe et dont la société se projette. Reste alors une interrogation centrale. Ces conséquences mèneront-elles à un renforcement durable de la stabilité ou à une normalisation de l'exception sécuritaire ? Dans une première trajectoire, il s'agit d'une continuité sous tension. Les autorités maintiennent un niveau de vigilance élevé tout en cherchant à normaliser progressivement la vie politique et administrative. Les mesures annoncées après le 3 janvier restent en place le temps nécessaire pour colmater les failles identifiées, puis sont partiellement allégées. Dans cette trajectoire, les tentatives avortées cessent temporairement sans que les causes profondes disparaissent. La stabilité est relative, soutenue davantage par la dissuasion que par un consensus élargi, et le pouvoir avance pas à pas, sous surveillance constante. Selon cette lecture, l'échec répété des complots décourage progressivement leurs initiateurs et réduit leur capacité de mobilisation. Les révélations autour de la manipulation de jeunes vulnérables provoquent un débat public plus large sur l'emploi, l'éducation et l'inclusion économique. Dans ce contexte, les autorités parviennent à transformer une crise sécuritaire en levier politique, en mettant en avant des réformes ciblées et un discours de responsabilité nationale. La stabilité ne repose plus uniquement sur la force, mais sur une adhésion plus visible d'une partie de la population, ce qui réduit l'espace pour des actions clandestines. La répétition des alertes et des mesures d'exception finit par installer un climat de méfiance durable. Les acteurs opposés au pouvoir s'adaptent, se fragmentent et deviennent plus difficiles à identifier. Dans cette configuration, chaque rumeur de menace ravive l'anxiété collective et justifie de nouvelles restrictions. L'économie et la vie sociale en subissent les effets indirects, car l'incertitude devient structurelle. Le risque n'est pas un effondrement soudain, mais une usure lente des institutions et de la confiance citoyenne. Ces tendances peuvent coexister à différents degrés. Le facteur décisif réside dans la capacité du pouvoir à dépasser la seule logique sécuritaire. Si la protection de l'État reste centrale, elle doit s'accompagner d'une réponse aux fragilités sociales mises en lumière par l'affaire. Pour une partie du public, composée de citoyens directement touchés par l'insécurité économique, l'affaire agit comme un révélateur. Le récit officiel insiste sur la manière dont des jeunes vulnérables auraient été approchés et instrumentalisés. Cette dimension renvoie à des préoccupations quotidiennes. Emploi, perspective et sentiment d'abandon. Pour ces personnes, l'enjeu n'est pas seulement la protection du pouvoir, mais la capacité de l'État à réduire les conditions qui rendent la manipulation possible. La crise devient alors un miroir des fragilités sociales déjà existantes. La répétition des tentatives évoquées soulève des interrogations sur la solidité des structures politiques et sécuritaires. Certains y voient la preuve d'un État assiégé qui doit se défendre. D'autres s'inquiètent du risque de normalisation de mesures exceptionnelles. Pour ces personnes, pour un troisième ensemble plus large et souvent moins politisé, réagit surtout sur le plan émotionnel. La nuit du 3 janvier est décrite comme un moment de peur collective, suivi d'un soulagement et d'une forme de fierté nationale après l'échec du complot. Ce public retient avant tout l'idée que le pays a évité de justesse une rupture brutale. Le discours officiel, en mettant en avant la rapidité de la réaction sécuritaire, cherche à consolider ce sentiment de protection et à restaurer la confiance. À travers ces différentes perceptions, une constante apparaît. L'affaire n'est pas vécue de la même manière selon la position sociale, l'âge ou le degré d'engagement politique. Pourtant, elle touche un point commun. Derrière les débats sur la sécurité, les complots et les réponses de l'État se cache une interrogation plus simple. La réponse dépend moins d'un discours unique que de la manière dont chacun relie ces faits à sa propre réalité. Les autorités expliquent que cela implique une meilleure coordination entre services, un filtrage plus strict des accès et une surveillance accrue des réseaux jugés à risque. L'objectif affiché est simple, empêcher qu'une tentative similaire puisse se reconstituer rapidement. Cette phase est décrite comme prioritaire car elle vise à gagner du temps et à rétablir un minimum de confiance après la crise. Le pouvoir affirme vouloir identifier les failles internes mises en lumière par l'affaire, notamment les complicités présumées et les manques de loyauté.
Des enquêtes et des suspensions temporaires sont présentées comme des outils nécessaires pour assainir les institutions. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré est souvent évoqué comme garant politique de ce processus, censé montrer que la menace ne sera pas traitée uniquement comme un problème externe. Le récit insiste sur la nécessité de réduire la vulnérabilité économique qui rend possible la manipulation. Il est question de programmes d'insertion, de sensibilisation et de discours directs visant à renforcer la conscience civique. Cette dimension est présentée comme complémentaire de la sécurité. Sans perspective sociale, la protection armée resterait incomplète. Les autorités affirment vouloir expliquer leurs décisions, en préciser la durée et les critères d'évaluation. Il devient important de mesurer les résultats afin d'éviter que des mesures exceptionnelles ne s'installent durablement sans débat. L'ensemble de ces mesures se veut progressif et conditionnel plutôt que définitif. Elle pose une question centrale. Ces réponses permettront-elles de réduire les causes profondes des menaces ou seulement d'en contenir les symptômes à court terme? Le fil humain du récit ramène à ce visage apparu plus tôt, celui d'un homme arrêté, présenté comme un rouage plutôt qu'un cerveau. Sa confession, qu'elle convainque ou non, a agi comme un révélateur brutal des fragilités sociales et politiques du pays. Elle a rappelé que derrière chaque complot évoqué se trouvent des trajectoires individuelles, souvent marquées par la précarité et le sentiment d'impasse. Ce motif, introduit au début, revient ici comme un rappel. La crise n'est pas abstraite, elle s'incarne dans des vies ordinaires. Dans cette mise en perspective, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un personnage isolé que comme un point de convergence. Autour de lui se cristallisent des espoirs, des peurs et des colères qui dépassent largement sa personne. Le récit officiel insiste sur cette dimension symbolique en reliant les tentatives répétées à une lutte plus large pour la souveraineté et la dignité nationale. Ce parallèle donne une charge émotionnelle particulière aux événements car il les inscrit dans une mémoire collective déjà marquée par d'autres figures et d'autres ruptures. La répétition des menaces, elle transforme alors la survie politique en épreuve morale. Chaque échec de complot est présenté comme une victoire provisoire, mais aussi comme un rappel de la vulnérabilité persistante du pays. Elle se construit ou se perd dans la manière dont une société traite ses propres failles. Il invite plutôt à regarder ce qui se joue derrière les faits, une société confrontée à des menaces répétées et à la nécessité de choisir comment y répondre. Les tentatives évoquées, qu'on les interprète comme des complots structurés ou comme des signaux d'un malaise plus profond, posent une question qui dépasse un seul événement ou un seul dirigeant. Elles interrogent la manière dont un pays définit la sécurité, la légitimité et la responsabilité collective. Il s'agit aussi de réfléchir au type de stabilité souhaitée, une stabilité fondée sur la dissuasion permanente ou une stabilité construite sur la réduction des fractures sociales et la confiance institutionnelle. Le récit rappelle que ces deux dimensions sont souvent liées mais rarement équilibrées facilement. Chaque crise devient alors un miroir tendu à la société, révélant ses priorités et ses limites. Dans cette perspective, l'histoire racontée ici fonctionne comme un point de départ. Elle invite à questionner les récits officiels, à écouter les peurs et les espoirs qu'ils suscitent et à réfléchir au rôle que chacun peut jouer, même symboliquement, dans la trajectoire collective.